Nous avons déjà reçu de nombreuses questions et nous allons passer maintenant donc à cette phase, à cette étape de discussion avec vous et avec les nombreuses personnes donc les questions vraiment s'amoncellent, c'est assez impressionnant. C'est vraiment un petit peu comme avec des feuilles dans un sous-bois. Alors donc Gauthier, une question peut-être dans la continuité de l'échange qu'on vient d'avoir. Euh, Quel rapport éventuel pourrait entretient le biomimétisme avec l'intelligent design, avec cette école un peu américaine qui considère qu'il y a eu quelque chose qui a organisé le monde? Voilà. Est-ce que vous avez pu observer des passerelles entre les deux formes de pensée? Qu'en est-il? C'est une question de Vanessa. Oui, alors peut-être pas directement. Moi, je ne l'ai pas vu directement avec l'intelligent design à l'anglo-saxonne, mais la question se pose quand même. Elle se pose en particulier, évidemment, aux États-Unis, où le créationnisme n'est jamais loin derrière la porte. Et je sais que le mouvement dirigé par Janine Benyus, puisque maintenant il y a tout un écosystème autour d'elle, y est très sensible et je dirais s'en méfie beaucoup et donc n'est certainement pas dans une approche justement de dire oui, ça prouve bien qu'il y a une force mystérieuse ou un dieu là derrière. Alors par contre, ce qu'il faut signaler, c'est intéressant, c'est qu'il y a le même mouvement du côté musulman. Il y a Il y a un créationnisme. oui, oui, mais il y a un créationniste turc qui a fait une compilation excellente de tous les exemples existants en biomimétisme à l'heure actuelle, qui est vraiment un bouquin de qualité. En plus, il a des gros budgets, donc il l'a fait traduire dans je ne sais pas combien de langues, y compris en français d'ailleurs. C'est un des ouvrages les plus complets sur le biomimétisme en français. Il est disponible en ligne. Et sa conclusion, à chaque fois, après chaque exemple, c'est de dire, regardez, comme le divin a bien fait son boulot. Franchement, je dirais que ça nous paraît assez accessoire et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le biomimétisme ne travaille pas avec cette vocation de faire je dirais l'apologie ou en tout cas l'ode à un dieu qui serait là derrière. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont été tentés de s'en emparer et c'est le cas en tout cas notamment du côté musulman. Alors, une question un peu plus directe par rapport au biomimétisme, un peu lié aux enjeux actuels. La COP21 aborde-t-elle le biomimétisme dans le cadre du volet climatique? Est-ce que le biomimétisme est présent dans des thématiques, dans des tables rondes, dans le contenu des débats qui vont composer la COP21 en décembre 2015 à Paris? Question de Alors, Patricia. oui, alors je ne connais pas, je ne connais pas l'ensemble parce que c'est très vaste évidemment l'ensemble je dirais des événements qui sont en gestation autour de la COP. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, d'une part, Nicolas Hulot connaît bien le biomimétisme. En l'occurrence, il a préfacé le bouquin qui s'apprête à sortir là que je viens d'écrire. Et par ailleurs, il connaît aussi lui-même le CBIOS, qui est une initiative française qui a maintenant, je crois, à peu près 3 ans, le Centre européen d'expertise en biomimétisme qui est basé à Senlis et qui est en train de démarrer. Et donc, je dirais que par ce biais-là, il pourra être présent d'une façon ou d'une autre. Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental, donc qui est la troisième instance à côté de la Chambre et du Sénat en France, vient de faire une série d'auditions depuis le début de l'année sur le biomimétisme, qui ont culminé avec il y a eu une réunion terminale là, au mois de septembre. Et donc, je dirais que par ce biais-là, le biomimétisme est en train de faire son chemin au sein des instances politiques françaises en tout cas. Mais je dirais que ça n'est pas encore un axe extrêmement visible à l'échelle internationale, alors que je pense avec beaucoup de mes collègues qu'effectivement le biomimétisme aurait beaucoup de choses à dire, aussi bien à des niveaux technologiques qu'à des niveaux systémiques par rapport à la question climatique, très clairement. Oui, et là aussi, puisqu'on quitte à en parler un petit peu maintenant, la question du biomimétisme est non partisane, pourrait-on dire, même si on peut envisager peut-être que euh, certaines lignes politiques peuvent être plus proches du biomimétisme, mais pour autant, on va avoir
des hommes politiques, des acteurs politiques, des hauts fonctionnaires qui vont être instruits du biomimétisme, qui vont avoir intégré cette vision dans leur rapport au monde ou même dans la façon d'éclairer leurs actions, quel que soit leur bord politique. Hein. C'est bien ça. Je pense que le biomimétisme n'appartient pas en tant que tel à un parti. Non, non, non. Alors bien sûr, c'est sûr que en général, les partis verts, ils sont plus sensibles, mais effectivement, vu le potentiel en innovation et donc, on est quand même dans un continent qui repose sur l'économie de la connaissance. Le biomimétisme, c'est typiquement un niveau technologique encore plus riche en connaissances, je dirais, enfin encore plus dense en connaissances, parce que ce sont les caractéristiques même des technologies du vivant. Ça a été très très bien décrit, notamment par un chercheur anglais qui s'appelle Julian Vincent et qui dit que typiquement les matériaux du vivant se distinguent de nos matériaux à nous classiques par un contenu informationnel beaucoup plus riche. Donc, on a de la théorie, de l'économie de la connaissance là derrière. Donc, ça intéresse effectivement n'importe qui veut lancer des emplois ou des nouvelles filières industrielles et certainement pas seulement les écologistes ou les environnementalistes. Oui. Une question, en tout cas un aspect, vous parliez de Nicolas Hulot comme préfacier de votre ouvrage, mais il y a un second préfacier, il n'y a pas que Nicolas Hulot. Non, non, il y a aussi Jean-Marie Pelt qui est évidemment, enfin pour moi c'était un grand plaisir vu l'admiration que j'ai pour lui depuis que je suis tout jeune. Hein, ça fait très longtemps que je lis du Jean-Marie Pelt et je dirais que bah oui là il y a une vraie logique, il y a une vraie convergence de pensée et notamment dans le côté spirituel que vous évoquiez tout à l'heure, spirituel et philosophique parce que effectivement le biomimétisme très spontanément nous ramène au vivant, nous ramène à une beaucoup plus grande connivence avec les autres espèces. Et ça, c'est certainement quelque chose auquel Jean-Marie Pelt est sensible aussi, ça n'étonnera personne. Une question de Daniel sur les vêtements, les textiles. Est-ce qu'il y a alors, sa question concerne des vêtements susceptibles de nous protéger des radiations avec des microbes ou des bactéries ultra résistantes. Ça peut être utile pour les cosmonautes, pour les déchets nucléaires, mais plus largement, êtes-vous au fait de recherches qui appliqueraient une démarche biomimétique sur le plan des textiles? Alors oui, mais alors oui, il y en a. Je sais que notamment il y a eu déjà des développements, par exemple de tissus qui sont auto-nettoyants sur le même modèle que l'effet Lotus, qui est plus connu pour les peintures ou pour le verre, hein, donc qui Peut-être reproduit la en deux mots. microstructure. Oui, en deux Voilà. mots, donc ça Pour rappeler reproduit. l'effet lotus, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors l'effet lotus, c'est reproduire en fait le micro-relief des feuilles de lotus et qui permet à une goutte d'eau, quand une goutte d'eau se pose sur une feuille de lotus, elle va rester ronde et elle va ruisseler très rapidement le long de la feuille en emportant avec elle au passage les crasses qui étaient déposées. Ça, c'est le principe de l'effet lotus. Ça a été reproduit à peu près sur tous les matériaux, y compris au niveau textile. Alors, typiquement, on est dans du biomimétisme de forme, de microforme ici, avec des effets durabilité qui sont quand même relativement limités. Surtout, ça dépend du matériau qu'il y a derrière. Et c'est la restriction que moi j'aurais envie de poser après pour les textiles, c'est que tout dépend quel est le type de textile qu'on utilise. Et là, ça nous amène à la deuxième couche qui est le biomimétisme de matériaux. Et je dirais que malheureusement, pour l'instant, ce que moi j'ai entendu en biomimétisme dans le textile, c'est souvent avec des matériaux de, je dirais, 20e siècle. Oui, le nylon, c'est pas la soie, quoi. Voilà. Alors que typiquement, si on veut aller jusqu'au niveau systémique, vraiment, les textiles, il faut revenir à un maximum de textiles biosourcés, c'est-à-dire coton, chanvre, laine, etc. J'ai commencé par le coton étant la culture actuellement qui consomme le plus de pesticides dans le monde, donc en tout cas coton bio, parce que de nouveau, c'est à voir d'un point de vue systémique. Faut savoir aussi que c'est un autre constat qui amène à nous ramener vers des matériaux biosourcés, c'est que les morceaux de synthétique qui sortent à chaque lavage dans une machine à laver font partie maintenant des polluants chimiques les plus répandus dans les océans de l'Arctique à l'Antarctique en très petites particules et qui ont en plus la caractéristique souvent d'attirer les autres et de concentrer les autres polluants chimiques plus liquides et de les concentrer à leur surface. Donc en textile, moi je dirais il faudrait vraiment être prudent et reviser des matériaux biosourcés et qui ne soient pas eux-mêmes aussi imprégnés de tout ce dont on imprègne les textiles à l'heure actuelle et qui au passage ne sera que bénéfice pour notre propre santé aussi.
Alors justement, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. On a vraiment un courant biomimétique très branché high-tech, très branché intervention, très branché biologie moléculaire. Il y a cette idée de vouloir comprendre les codes, de comprendre les rouages et les mécanismes et de craquer le code pour pouvoir le répliquer, le dupliquer avec, entre guillemets, en mettant un peu plus de puissance ou de façon un peu à contrôler les choses, toujours un peu dans une approche hors sol, pourrait-on dire. Alors, on a une question de Nicolas assez intéressante là, pour pouvoir creuser cela. Quid de la relation ou des antagonismes possibles entre les tenants du biomimétisme et les partisans des OGM? Quel regard porte le biomimétisme sur l'ingénierie génétique? Ok, alors là, ça, pour rentrer là-dedans, il va falloir distinguer vraiment les deux grands types d'OGM. Mais c'est une distinction tout à fait classique, c'est de savoir que les OGM, par définition, c'est du transfert horizontal de gènes, de matériaux génétiques, donc d'ADN en l'occurrence. Et dans le vivant, c'est une méthode qu'on retrouve chez les bactéries. Donc les bactéries, typiquement, s'échangent leurs informations pour devoir en fait toujours en avoir un minimum sur elles. Elles s'en échangent régulièrement des morceaux. Et donc les OGM, et c'est par là qu'on a commencé, tant qu'on est entre échanges bactériens, je dirais, moi, en tout cas, personnellement, ça ne me pose pas de problème. D'autant que généralement, quand on le fait, même pas généralement, dans la majorité écrasante des cas, on le fait en milieu confiné. Ce qui est une deuxième grande différence. Les OGM qui ont commencé à poser question, ce sont les plantes, enfin c'est essentiellement au niveau des plantes. Et là, ça pose une autre question, c'est que par contre, le transfert horizontal des gènes entre plantes, voire venant de plus loin que les plantes et qu'on ramène dans les plantes, ça par contre, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans le vivant ou pratiquement pas. Et certainement pas quand ça se fait de la façon dont on le fait, de la façon très brutale dont on le fait. Et donc, c'est déjà en soi une bonne raison qui rend les biomiméticiens, parmi d'autres, méfiants par rapport à cette technique-là. D'autant que, comme très souvent, il y a plein de choses à faire sans devoir passer par les OGM pour arriver souvent à l'objectif que l'on cherche à remplir. Et là, je peux donner un exemple de nos propres recherches qui pourtant concernaient des bactéries. Nous, on s'est lancé à un moment donné dans un projet de recherche sur la séquestration du carbone en utilisant les bactéries fixatrices de calcaire. Le calcaire, c'est un assemblage de calcium et de CO2 finalement, donc ça permettait de stocker du carbone. Et quand on a visité les différentes équipes universitaires compétentes là-dedans, ils nous ont dit oui, à condition qu'on ne fasse pas d'OGM. C'était intéressant, c'était les universitaires eux-mêmes qui nous l'ont demandé. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont dit bah, d'abord parce que de toute façon ça va être difficile à vendre, mais surtout parce qu'il y a tellement de choses à regarder avant d'avoir besoin d'OGM que commençons par là. Il n'y a vraiment pas besoin de s'embêter à faire des OGM alors qu'il y a tellement de voies du vivant. Et je pense que ça, c'est une leçon qui peut s'appliquer aussi au niveau des plantes. Et ça se retrouve, si vous regardez ce que disent les tenants de l'agroécologie là-dessus, c'est que souvent, les problèmes soi-disant résolus par les OGM peuvent être résolus autrement et résolus d'une façon à nouveau beaucoup plus low-tech et beaucoup plus compatible à long terme avec la biosphère. Donc voilà, ça c'est, je dirais, le positionnement actuel. Et peut-être encore une conclusion forte aussi, c'est que la biologie nous dit que les changements climatiques qui ont commencé et qui vont durer pendant des centaines d'années changent en permanence la combinaison entre le climat, les sols et les plantes. Et qu'on va même avoir des nouvelles combinaisons en permanence, et que donc on a besoin de diversité. Or, les OGM, pour l'instant, travaillent exactement dans l'autre sens. Ils nous font un labour épouvantable de la diversité, et donc c'est une raison de plus, ça c'est une raison plus systémique pour éviter les OGM et faire un travail beaucoup plus de sélection de nouvelles variétés et de nouvelles espèces pour pouvoir avoir un maximum d'adaptabilité et de souplesse par rapport à ces modifications du climat qui nous arrivent. Et on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Merci hein, Gauthier pour cette réponse très charpentée, bien charpentée. Euh, sur le, on l'a un petit peu évoqué dans la première partie, mais on l'a évoqué un petit peu de façon dispersée. Pouvez-vous nous représenter de façon un peu synthétique les principes du vivant, les 4-5 grands principes que vous détaillez dans l'ouvrage, voilà. Oui, alors c'est toujours une sélection difficile parce que ces listes de principes du vivant sont
sont multiples. Dans celles que j'ai utilisées dans le bouquin, il y en a une qui est une liste assez fondamentale de 16 principes qui est utilisée dans des textbooks de biologie dans le monde anglo-saxon. Et par ailleurs, il y a l'adaptation qu'en ont fait essentiellement le groupe de Janine Binus. Et depuis, je dirais qu'il y a plusieurs versions qui circulent, qui s'étoffent au fur et à mesure. Mais je dirais que là-dedans, il y a des principes, j'en ai déjà évoqué pas mal, hein, il y a des principes. Un des principes clés, c'est cette dépendance de l'énergie du soleil en direct. Un autre principe clé, c'est le... Donc, on va dire le solaire. Voilà. Le solaire, oui, c'est un principe clé du biomimétisme. Alors, il y a la circularité. Hein, donc, la circularité, dit autrement, c'est que chaque déchet est une ressource dans le vivant. Et donc, voilà, il n'y a pas de déchet dans le vivant. Ça n'existe pas. C'est cette idée d'un recyclage intégral. Oui, alors lié à ça, et celle-là je n'ai pas encore cité, il y a l'absence de toxicité persistante. J'insiste sur le persistant. Il y a de la toxicité dans le vivant, mais elle est toujours en petite quantité et surtout elle est biodégradable. Ce qui est le problème de nos toxiques à nous, très souvent, c'est qu'ils ne sont pas biodégradables ou en tout cas sur des échelles beaucoup trop longues. C'est-à-dire typiquement un venin de serpent. Un venin de serpent, ça se désintègre par les bactéries en quelques jours. Alors que le DDT ou les PCB ou d'autres ou des plastiques peuvent prendre jusqu'à des milliers d'années pour se dégrader, absolument. Alors il y a aussi la question de donc non seulement l'utilisation du solaire, mais de la sobriété énergétique. Hein, je l'ai cité sous la forme de l'anti-heat beat and treat. Hein, donc le vivant travaille toujours à température et pression ambiante, et le treat, qui sont les solvants, dans de l'eau. Donc dans des solvants tout à fait compatibles avec le vivant, puisque l'eau, c'est quand même en général entre 70 et 80% des molécules. Il y a une idée d'optimisation en fait, hein, donc de vraiment fonctionner à condition ambiante. Oui, mais du coup, c'est même un principe général, c'est que dans le vivant en général, on optimise, on ne maximise pas. Et on préfère être un peu moins efficace. Ça va avec un autre principe encore, qui est la multifonctionnalité. Généralement, dans l'exemple classique qu'on donne, c'est quand on fait un emballage alimentaire, on va faire 4 ou 5 couches différentes, et chacune des couches, donc là je parle des humains, chacune des couches va maximiser une fonction. Il y en a une qui va être anti-lumière, une autre qui va être anti-dessiccation, etc. Dans le vivant, on va faire un seul matériau qui fait tout à la fois. Donc c'est de la multifonctionnalité et à la fois de l'optimisation. Il fera peut-être pas tout à la perfection, mais il le fera suffisamment bien en tout cas. Donc ça, c'est un autre principe. Il y a la collaboration, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la collaboration qui n'est pas générale, mais qui est simplement un constat, c'est que quand on collabore entre deux espèces ou deux organismes, c'est positif pour les deux. Et donc il y a toujours une tendance à la collaboration, qui est régulièrement contrebalancée par la compétition ou la prédation, mais la tendance est toujours d'aller vers la collaboration, et les innovations majeures du vivant se font généralement par de la collaboration. Voilà, avec ça, je dirais qu'on a les principaux. Je réfléchis à ce qui me manque, mais c'est effectivement explicite. Mais ce qui est assez intéressant dans cette grande liste de principes, qui n'est pas exhaustive, mais qui en tout cas permet de faire le tour suffisamment de ce que cela recouvre, ça pourrait tout à fait s'appliquer au fonctionnement d'une entreprise en fait. Hein. Ça pourrait tout à fait s'appliquer à des nouvelles formes d'entreprise, à des nouvelles formes d'organisation qui chercheraient à... C'est-à-dire qu'on est plus... de la même façon qu'on a pu parler d'un biomimétisme de forme, où on va chercher à s'inspirer de formes présentes dans la nature pour les appliquer à la forme d'objets qu'on va fabriquer dans nos labos ou dans nos ateliers. De la même façon qu'on a un biomimétisme de matériaux qui est le niveau un petit peu au-dessus, où on va chercher à fabriquer autrement en dépensant moins d'énergie, en recyclant mieux, etc., etc. Donc en touchant à la matière même qui compose la forme, à la texture des choses et à ces éléments, on peut envisager un biomimétisme d'organisation. Vous avez évoqué celui de l'écosystémie avec donc les symbioses qui vont avec, mais qu'on peut appliquer aux organisations humaines et pas simplement à des objets qu'on fabrique. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je dirais même que, assez curieusement, nous on l'avait pas vu venir en fait ce biomimétisme, parce que les deux autres que vous venez de citer occupaient le devant de la scène. Et quand on a commencé à parler de ça un petit peu partout, il faut savoir qu'il y a par contre une grande curiosité par rapport au biomimétisme, et y compris dans les facs de droit, de sciences économiques, voire de philosophie, etc. On a été, et puis dans les entreprises maintenant, on a été surpris de voir à quel point il y avait une convergence entre un mouvement qui a
qui, je dirais que s'est développé indépendamment du biomimétisme, mais qui est bien content de le voir arriver, qui est le mouvement de l'intelligence collective. Hein, donc, il va avec tout le développement, je dirais, de l'intelligence en réseau, à la fois porté par Internet physique, mais aussi par surtout tout ce que ça permet comme circulation d'informations, et avec tout ce développement de cette culture du co, pour le dire simplement, de l'intelligence en réseau, et on est en train de se rendre compte à quel point les modèles du vivant dominants sont ceux-là. En fait, là, je peux opposer deux niveaux d'intelligence, enfin deux types d'organisations, qui sont les organisations hiérarchiques pyramidales dans lesquelles le monde industriel est très à l'aise, et qui sont justement des as de la maximisation, mais pas de l'optimisation. On peut citer aussi que certaines sociétés philosophiques sont aussi très très à l'aise dans les approches pyramidales, hein. Oui, absolument. On en trouve dans. Oui, et puis il y a aussi, je sais pas moi, les universités. Prenons les universités, ils sont bien à l'aise dans le pyramidal aussi. Mais en tout cas, le constat que l'on fait, c'est que finalement, l'organisation pyramidale dans le vivant est extrêmement rare, qu'elle n'existe qu'au niveau des organismes, et en particulier, c'est pour ça que nous on l'a vu chez les animaux à gros cerveau dont nous faisons partie. Et donc on peut dire qu'au niveau d'un organisme, notre cerveau c'est un petit peu le boss qui envoie ses instructions et puis qui les récolte les informations de façon assez simpliste. Mais notez bien que même à l'échelle de notre organisme, le cerveau ne gère pas tout. Hein. Quand on se blesse le pied, ça cicatrise tout seul, le cerveau ne s'en occupe pas. Par contre, le système d'organisation en réseau est beaucoup plus commun. On le retrouve chez les champignons, chez les arbres. Un arbre, c'est essentiellement une colonie de bourgeons. À tout moment, on peut prendre un morceau d'arbre et refaire un arbre entier, ce qu'on ne peut pas faire avec un mammifère, avec une patte de chien ou une nageoire de baleine. Et en fait, ce type d'organisation, s'il a été sélectionné non seulement à l'échelle des organismes, mais peut-être de façon encore plus intéressante à l'échelle des écosystèmes, il n'existe pas d'écosystème qui soit piloté de façon centralisée. Il n'existe pas de forêt où il y aura un chêne au milieu qui décide pour tout le monde. Ça ne marche pas. Et si ça a peut-être marché un jour, l'évolution ne l'a pas retenu. Et c'est vraisemblablement, notamment à cause de l'adaptabilité en cas de crise. En cas de crise, si votre super-organisme, parce qu'il y a des super-organismes très grands dans le vivant, un réseau de champignons peut couvrir des hectares. Si lors d'une perturbation, il est éclaté littéralement en millions de morceaux, chacun de ces morceaux a le potentiel de reconstituer un réseau de champignons. S'il était centralisé, ce serait la catastrophe. Et donc, ce mode d'organisation-là, on est vraiment en train je dirais, de le re-regarder d'une autre façon dans le vivant, parce qu'il intéresse beaucoup tous les gens qui se penchent sur les modes d'organisation humains. Et donc, il y a des convergences notamment étonnantes entre, par exemple, la sociocratie ou l'holacratie, ou ce qu'on appelle aussi maintenant les organisations agiles, etc. Enfin, il y a plusieurs termes et plusieurs tendances. Et chaque fois que ces gens-là viennent nous voir, je dirais nous biologistes, ils sont tout étonnés et très agréablement surpris de pouvoir dire, attendez, c'est pas juste un truc, c'est pas juste le dernier truc du consultant qui vient d'être inventé, ça a été testé avec succès par le vivant, parfois depuis littéralement des millions d'années. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer à l'heure actuelle. Oui, l'holacratie dont on parle ou la sociocratie correspondent à des modes d'organisation, en tout cas des modes de prise de décision de gouvernance qui vont fonctionner selon d'autres bases que celles de un leader qui décide. On est beaucoup plus donc dans une décision qui va émerger, dans une décision qui va s'appuyer sur les contributions de chacun. L'idée étant que l'intelligence ou en tout cas la sagesse, la sapiens va être distribuée entre les personnes et c'est le fait d'échanger entre les personnes qui va permettre d'arriver à une décision, ou en tout cas la meilleure décision. Absolument. Et d'ailleurs, ça me permet d'ailleurs de rajouter encore deux principes du vivant qui sont vraiment importants. Le premier, c'est que le vivant se construit de bas en haut. Ça, c'est la notion d'émergence. Hein. C'est vraiment, on part de petites briques et puis au fur et à mesure, on les assemble pour faire quelque chose de plus grand. Et c'est vrai aussi au niveau organisationnel. Et l'autre principe très très important et qui est un des ingrédients essentiels de la résilience, c'est la diversité. C'est bien sûr la diversité. Le vivant s'appuie énormément sur la diversité. Là, on en revient aux OGM. Hein. Les OGM font l'inverse. La diversité, c'est vraiment un des gages de pouvoir toujours avoir une solution de rechange en cas de perturbation massive. Oui, vous insistez sur la diversité, vous insistez sur ces éléments-là. C'est vrai que
on en parlait en ouverture de cette discussion ensemble. Vous allez intervenir au Congrès Orbs du 7 novembre prochain à Orléans. La thématique de cette année, de ce second Congrès Orbs, que j'ai le plaisir d'organiser, c'est effectivement les passerelles du vivant, c'est la façon dont les distinctions que l'on peut avoir en tête, qu'on nous a inculquées concernant le végétal, le minéral, l'animal, à la lumière des sciences d'aujourd'hui, à la lumière des prises de conscience qu'on peut qualifier d'écologiques, mais qui viennent aussi des sciences de l'ingénieur, qui viennent aussi, bien entendu, de la biologie, qui viennent aussi, on l'a vu, de la botanique, ou en tout cas de ce qui se passe du côté des forêts, eh bien, on se rend compte que tout est relié. Que les choses sont en interaction les unes avec les autres, qu'il y a des passerelles qui existent, et c'est ces aspects-là qui vont être abordés par différents intervenants dont vous faites partie durant cette journée du 7 novembre prochain sur Orléans. Si je vous questionnais sur les principes du vivant et sur la relation à l'entreprise, c'est parce qu'en fait, on a une question un petit peu provoque sur la relation à Monsanto. Plus généralement, on pourrait dire Monsanto en tant que société emblématique, d'un certain regard, d'une certaine façon de se comporter avec autrui, que ce soit à l'échelle de autrui à l'être humain, et que ce soit aussi à l'échelle des autres acteurs présents dans l'environnement, y compris bien entendu les semences et les autres biotechnologies dont Monsanto se veut le propriétaire. Voilà. Donc on a vraiment, c'est comme s'il y avait un décrochage, ou en tout cas une radicalisation de deux positions, l'une industrielle, mais au sens grande entreprise, qui va chercher à maîtriser, posséder, exploiter, détenir et garder pour lui, et d'autres modes d'organisation qui vont être plutôt sur un mode de richesse distribuée et où la diversité va être primordiale dans l'aptitude à trouver des solutions par rapport à des périls qui peuvent être, que l'évolution en tout cas met sur notre chemin et qui vont être, eux, relativement imprévisibles. Oui, oui, bah oui, tout à fait. D'ailleurs, enfin, en écoutant la description, moi, j'étais en train de penser aussi à cette question justement du partage de l'information, et ça me fait penser à celles qui sont parmi mes petites chéries en biomimétisme, que sont les bactéries, justement. J'expliquais tout à l'heure le transfert horizontal des gènes des bactéries, et il faut se rendre compte, voilà, on parle assez bizarrement d'espèces bactériennes en biologie. C'est contesté à l'intérieur même de la biologie, puisque finalement, chaque bactérie potentiellement peut toujours échanger des gènes avec une bactérie différente. Et donc ça veut dire que si on regarde ça vraiment de loin, on peut considérer l'ensemble des bactéries autour de la Terre comme étant une espèce de vaste banque de données qui s'échangent en permanence et qui s'échangent gratuitement et de façon entre guillemets transparente. Et donc il y a là une circulation de l'information qui permet à chaque bactérie d'optimiser son fonctionnement là où elle est, et qui permet à l'ensemble des communautés bactériennes de continuer à assurer des bonnes conditions de vie sur Terre. C'est une propriété émergente, bien entendu. Il y a de nouveau pas un congrès ORPS régulier des bactéries pour décider de ce qu'il faut faire, mais par contre, c'est quand même vraiment impressionnant. C'est la base en fait de la théorie Gaïa, qui, pour rappel, est maintenant une science avec pignon sur rue, qu'on appelle la géophysiologie, et qui est bien qui nous installé, rappelle, puisqu'après l'hypothèse Gaïa a bientôt 50 ans. Ouais. voilà, et qui nous rappelle que le vivant n'est pas juste un autostoppeur qui s'accommode des conditions que la Terre lui offre, mais qui, au contraire, le vivant manipule les conditions de la Terre depuis pratiquement son arrivée sur Terre, c'est-à-dire il y a 3,8 milliards d'années, pour que ces conditions restent favorables au maintien du vivant. Et les bactéries en sont un acteur majeur, depuis celles qui s'occupent de l'azote dans un sens ou dans l'autre, celles qui gardent les eaux dans leur qualité, celles qui biodégradent, ce sont des décomposeurs très très importants, et tout ça fonctionne, j'en reviens à mon point initial, en bonne intelligence et en échange des informations génétiques nécessaires pour que chacune continue à assurer sa fonction. Et ça, pour moi, c'est quand même assez fascinant. Donc on va continuer comme ça dans la bonne intelligence, et Ouais. on a encore deux familles en fait de questions qui concernent l'intelligence, la connaissance, le savoir, la conscience et on pourrait dire presque la philosophie qui va de pair avec ces questions-là. La première famille concerne en fait, on pourrait dire le transhumanisme, ou en tout cas cet axe de recherche
qui suscite beaucoup d'enthousiasme, ou en tout cas beaucoup de crédits, de financement depuis une quinzaine d'années, au sens très large, hein, la convergence entre les nanosciences, les biotech, l'information et tout ce qui est cognition. Par exemple, là, notamment, je vois deux questions ici de Daniel et de Bernard. Celle de Daniel: comment éviter le risque que l'armée utilise le biomimétisme, genre drone avec des yeux d'insectes, le camouflage ou autre? Doit-on établir une déontologie pour le biomimétisme? Et l'autre question de Bernard, c'est: les nanoparticules participent-elles, appartiennent-elles au biomimétisme? Sommes-nous en présence d'un pacte faustien? Donc d'un côté, que l'on parle de pacte faustien ou de déontologie par rapport au biomimétisme, en tout cas, il y a des questions morales qui s'ouvriraient, qui supposent qu'il peut y avoir certains groupes humains qui ne sont pas forcément animés d'une sagesse émergente. Mais voilà, qu'en est-il donc du biomimétisme et de ces recherches d'aujourd'hui qui correspondent à des théâtres d'opération, pourrait-on dire? Voilà, alors là, je veux dire, la question est vaste, mais elle est extrêmement pertinente. Elle est essentielle, oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors déjà, je voudrais rappeler ce que j'ai dit tout au début, c'est qu'il y a du biomimétisme, c'est que le biomimétisme dont nous parlons ici, c'est le biomimétisme orienté durabilité, et que donc, a priori, les applications, par exemple, des drones aux yeux d'insectes, ne sont pas le biomimétisme dont on parle. Par contre, c'est bien du biomimétisme, et donc je ne vais pas éluder la question du tout. Et donc, c'est vrai qu'il y aurait une éthique à avoir là-dessus, idéalement. Malheureusement, pas plus en biomimétisme que dans d'autres domaines. Nous avons beaucoup de maîtrise sur ce que l'armée décide de faire des technologies. Et par ailleurs, il faut savoir que les recherches en armement sont probablement parmi les plus avancées en biomimétisme classique, c'est-à-dire en biomimétisme non orienté durabilité. Auquel je rajoute un autre aspect, c'est que les armées, les grandes armées, et notamment l'armée américaine, font partie des gens qui consomment le plus d'énergie et d'énergie fossile sur Terre. Et ils en sont tout à fait conscients, c'est crucial pour eux. Et donc, par ailleurs, à côté d'études donc qui n'ont rien à voir avec la durabilité, ils font aussi avancer le schmilblick dans des domaines plus liés à la durabilité, simplement pour leur propre durabilité, parce qu'eux-mêmes se rendent compte de leur dépendance à des ressources rares, etc. Donc ça, c'est un autre aspect. Et moi, je dirais, là-dessus, je suis assez pragmatique. Si ce sont des chercheurs pour l'armée qui nous inventent des super biocarburants à base d'algues de façon vraiment compatible avec le vivant, moi, que ça soit fait dans l'armée ou pas, si après ça peut être amené vers des applications civiles, moi j'y vois pas d'inconvénient. Par contre, oui, d'ailleurs, en l'occurrence, Internet, qui est une approche qui est donc liée à une conception décentralisée des flux d'informations, est issue de travaux de recherche militaires à l'origine. Au départ, ok. Alors j'en viens à la deuxième question, qui est la question des nanotechnologies. Là, il y a eu un positionnement assez clair qui a été émis par Janine Benyus il y a déjà plusieurs années, dans lequel je me retrouve complètement. C'est de dire, certes, le vivant emploie beaucoup la nanotechnologie, mais il ne l'emploie pas sous forme de particules, il l'emploie sous forme de surface. Ce qui veut dire que les interactions qui se passent à l'échelle nano vont rester au bon endroit et ne vont pas se balader n'importe où dans tous les sens. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect des matériaux. On en revient à cette question qu'on a traitée assez abondamment tout à l'heure. C'est que dans le vivant, on va toujours faire du nano avec des matériaux compatibles avec le vivant. Notre problème à l'heure actuelle, c'est qu'on emploie des nanomatériaux qui n'ont rien à faire dans les cellules vivantes. Que ce soit des métaux ou des molécules de synthèse qui ne sont pas compatibles avec le vivant. Et donc là, le fait qu'on observe des réactions inflammatoires ou des réactions comme ça allergiques, pourrait-on dire, avec développement de pathologies, de lésions cutanées, enfin, ou en tout cas d'attaques sur les cellules nerveuses au niveau des organismes qui vont être exposés et où on a repéré comme ça des traces de nano, des poussières de nano, que ça soit dans du côté des terminaisons nerveuses liées à l'odorat ou dans les alvéoles pulmonaires ou encore dans d'autres tissus du corps. C'est ça, c'est ça. Et si je reviens tout à l'heure, j'ai parlé de l'effet lotus. L'effet lotus, en fait, on peut dire en soi, c'est une nanotechnologie, mais c'est une nanotechnologie de surface. Donc c'est toute la surface à laquelle on va donner une forme, et il va pas y avoir des morceaux qui se baladent et qui vont commencer à rentrer à des endroits dans les cellules, là où on n'a pas envie, qu'ils rentrent. En tout cas, dans l'idéal. Encore une fois, c'est pour ça aussi qu'il faut être prudent avec du biomimétisme de forme. Il faut toujours aller voir le matériau qu'il y a derrière. Donc ça, c'est vraiment toujours une question qu'il faut se poser. Par ailleurs, je voulais encore venir sur le transhumanisme pour dire que moi, personnellement, c'est quelque chose fondamentalement, qui ne m'emballe vraiment pas.
Ceci dit, je voudrais poser une grande, Peut-être en deux mots rappeler justement d'un point de vue philosophique les postulats du transhumanisme. Oui, oui, je dois dire, je ne me sens pas nécessairement compétent pour amener ces postulats, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment d'hybridation entre on va dire, du pur technologique et du biologique. Et là où moi, je dirais, ça pose deux questions. D'abord, ça pose la question de savoir où est la frontière entre le naturel et l'artificiel. Et là, l'avis des biomiméticiens est assez clair là-dessus. C'est de dire que finalement, tout objet produit par l'homme, l'homme étant une espèce naturelle, pourrait être considéré comme un objet naturel. Simplement, comme tout objet naturel, il va ensuite être soumis à la sélection naturelle, tout aussi naturelle. Et par définition, les choses qui ne sont pas compatibles avec le vivant vont finir par être éliminées par l'évolution. Et ça, c'est mon deuxième aspect sur le transhumanisme qui, par contre, me tranquillise, personnellement. C'est que pour l'instant, tout ce qu'on est en train de nous promettre au niveau de cette approche-là, ça s'appuie sur des technologies qui sont des technologies high-tech, qui reposent sur des métaux, qui reposent sur toute une chaîne d'extraction de métaux, dont de métaux rares, que je crois personnellement qui vont s'écrouler dans les 50 ans à venir, parce qu'il faut tout un système industriel pour pouvoir mettre du terbium, que ça soit dans des puces que l'on va se greffer sous la peau, ou d'ailleurs dans les puces de nos téléphones portables. Le problème se pose d'ailleurs des deux côtés. Mais donc personnellement, moi j'ai l'impression que les matériaux qu'il va nous falloir et tout l'appareil industriel qu'il va nous falloir pour nous lancer dans le transhumanisme ne va lui-même pas tenir, et donc ça me rend assez tranquille là-dessus. Enfin, en tout cas, ça c'est mon positionnement à l'heure actuelle. Oui, très bien. Donc oui, rappelons les bases un peu du transhumanisme. Il y a eu plusieurs émissions là-dessus sur Salamandre et également sur Baglis. C'est cette démarche de travailler à l'homme d'après, à l'homme qui suivra, et d'utiliser tous les moyens à disposition, qu'ils soient d'ordre chimique, artificiel, robotique, etc., qui vont donc permettre de s'affranchir des limites de l'homme, que ces limites soient celles, bien sûr, de sa durée de vie, de sa jeunesse, de son vieillissement. Voilà, c'est vraiment s'affranchir des différentes frontières biologiques, organiques, métaboliques, naturelles, qui pèsent sur l'organisme humain. Et donc, dès qu'on est dans cette démarche-là, et en particulier en s'appuyant sur des moyens artificiels, on est dans une approche transhumaniste, pour résumer. Donc, une autre famille de questions qui, d'ailleurs, la transition se fait assez naturellement, sur les liens ou les relations pouvant exister entre le biomimétisme et la recherche médicale. Est-ce que vous avez repéré des innovations, des recherches, des promesses assez avancées, pas simplement spéculatives, puisque là aussi, le transhumanisme est champion c'est vraiment une offensive informationnelle. Il est assez champion de promesses spéculatives. Donc, qu'en est-il du biomimétisme et des applications médicales? Oui, alors là, il y a bien sûr des choses à en dire. Je précise d'abord que dans mon bouquin, j'y ai fait peu référence parce que ce que je recherchais vraiment, c'était le volet gain environnemental. Maintenant, si de faire du biomimétisme, s'inspirer du vivant, aide à la santé, ben, c'est évidemment formidable. Et j'en ai quand même fait état, notamment. D'abord, ne pas nuire, comme on le disait tout à Oui, l'heure, oui, avec un des absolument. principes du vivant. Absolument, absolument. Donc bien entendu que ça va dans la même direction. Voilà, simplement j'ai pas mis le focus là-dessus. Mais par exemple, enfin il y a deux intérêts au niveau de la recherche médicale pour le biomimétisme. C'est d'abord que la recherche médicale bénéficie de très gros moyens. Et souvent de plus gros moyens que ce qu'on met dans les technologies environnementales. Or, il y a des choses qu'on va apprendre en biomimétisme médical qui vont servir à tout le monde. Parce que par définition, il y a notamment tout le champ des prothèses. Dès qu'on veut mettre quelque chose à l'intérieur d'un corps humain, eh bien, par définition, il doit être compatible avec le vivant. Et donc, même plus que compatible avec le vivant, il doit être compatible avec le corps humain. Donc ça nous donne une vraie garantie. Et donc tous les travaux de recherche qui sont faits en matériaux, par exemple, sur les prothèses d'os, de tendons, etc., ben, ce qu'on va apprendre pour développer ces matériaux pourra ensuite être utilisé dans d'autres applications qui seraient moins médicales. Et donc, je dirais que avec cette vision-là, non seulement donc la recherche médicale a des moyens, mais la recherche médicale a de l'avance, parce que la recherche médicale, autrement dit, s'est posé la question beaucoup plus tôt
que les autres secteurs de la technologie d'une compatibilité avec le vivant. Et donc, du coup, il y a effectivement pas mal de leçons à prendre. J'avais quand même envie de citer un exemple qui n'est pas dans le bouquin, mais qui est un classique du biomimétisme. C'est le transport des vaccins pour garder, enfin, pour en fait pouvoir se passer de la chaîne de froid à travers l'utilisation d'un sucre bien particulier qui est utilisé par un certain nombre d'organismes pour geler les processus du vivant. Donc des plantes ou des animaux qui vont se mettre en situation de dormance cellulaire pure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils arrêtent complètement de vivre, entre guillemets, ils sont en état de vie suspendu, font appel à un sucre bien particulier qui trouve maintenant ses applications pour pouvoir immobiliser des vaccins avec la même approche et pouvoir les transporter comme ça sans avoir besoin d'une chaîne de froid, ce qui est évidemment particulièrement utile pour pouvoir, par exemple, travailler dans les pays tropicaux. Donc il y a, oui, des applications vraiment intéressantes du biomimétisme dans le domaine médical. Donc, j'ai entendu en tout cas deux choses dans votre réponse. La première, c'est que la démarche biomimétique, la problématique de compatibilité fait que la culture du biomimétisme est intrinsèque, pourrait-on dire, à l'approche médicale, Oui, d'autant plus logique, hein. à l'approche médicale qui s'appuie sur des dispositifs médicaux, comme l'on dit, sur les implants, sur tout cela. Donc évidemment, depuis 70 ans, eh ben, on s'y est mis encore un peu plus. En tout cas, là aussi, la médecine s'est mise à faire du biomimétisme sans savoir qu'elle en faisait, ou en tout cas, elle commençait à y rentrer avec 30 ans d'avance sur les ingénieurs. Et en même temps, on reste quand même sur une frontière, on est sur le fil du rasoir entre transhumanisme et biomimétisme, hein, puisque les recherches que vous avez évoquées peuvent tout à fait basculer d'un côté ou de l'autre en fonction du désir qui va être sous-jacent à celui-ci, en fonction de l'intention que l'on va avoir, en fonction, pourrait-on dire, même du rapport de coexistence que l'on va chercher à avoir avec son environnement. Veut-on être en bonne intelligence ou va-t-on chercher à être dans un rapport de domination, y compris de domination sur son propre corps par rapport à des règles qui, elles, sont fondamentales ou universelles? Oui, oui, bah, tout à fait. On est effectivement, d'un côté, ça va être simplement du curatif, et donc ça va être pouvoir mettre une prothèse basée sur les coraux ou sur la soie d'araignée pour réparer un tendon ou une jambe, et de l'autre, ce serait, je dirais, de vouloir améliorer, de vouloir prolonger indéfiniment la vie, etc. Et oui, je dis d'un côté et de l'autre, mais c'est tout un gradient, bien entendu, et là, il faut être attentif, mais bon, après, ça dépend du positionnement éthique de chacun. Mais c'est sûr que moi, c'est plutôt le premier volet, hein, encore une fois, qui m'intéresse. En biomimétisme, alors, on sort un petit peu de considération biologique, mais c'est drôle parce que ça traverse quand même toute la communauté biomimétique. En biomimétisme, on regarde le stade actuel de notre civilisation, on en parle parfois comme étant un stade adolescent, avec je dirais, une série de caractéristiques des adolescents, les adolescents qui veulent tout de suite, les adolescents qui veulent être immortels et les adolescents qui considèrent que tous ceux qui sont passés avant eux n'ont pas compris grand-chose. Et le biomimétisme propose un petit peu de revisiter ça, je dirais, à l'envers. C'est d'abord d'accepter qu'on est vivant parmi les vivants, et autre principe du vivant qui n'est pas encore aussi explicite, mais que moi j'ai proposé tout à la fin de mon bouquin, c'est de rappeler que la mort est un principe du vivant. Que par définition, si tous les êtres vivants restaient vivants, on aurait un petit problème sur cette planète si ça se passait comme ça depuis 3 milliards d'années. Donc on a besoin de la mort pour que la vie continue, elle a besoin de la mort régulièrement. Donc je glisse ça au passage. Mais il y a aussi toute la question des matériaux. Je suis pas le premier à le dire, c'est que cette façon d'utiliser tout le tableau de Mendeleïev, c'est un peu boîte de chimie, quoi. On fait un peu tout et n'importe quoi, et puis après on voit ce qui se passe. Mais le vivant va voir ce qui se passe, l'évolution va voir ce qui se passe, et ce qui ne marche pas va être ne Va sera être pas balayé en quelque sorte, ou ne sera pas balayé, retenu. va finir par être balayé. Ou bien on a la sagesse, nous, de faire le tri nous-mêmes avec les principes de durabilité, et si on ne le fait pas, de toute façon, le vivant s'en chargera à notre place. Une dernière question, Gauthier, où là peut-être vous pouvez répondre facilement. On a en tout cas quelques questions sur comment apprendre le biomimétisme, quel est votre parcours, par quelle étape universitaire êtes-vous passé, ou en tout cas comment s'est bâti en vous cette conscience ou cette vision intégrative, hein, on peut appeler le biomimétisme une science intégrative, et une transdisciplinarité. Et donc vous l'avez dit en première partie de l'émission, pas vraiment de cursus aujourd'hui qui existe
on va avoir à droite et à gauche, on va avoir des spécialisations, on va avoir parfois en école d'ingénieur, parfois en postdoc, mais en tout cas, on va avoir comme ça des morceaux de l'enseignement ou de la transmission biomimétique et geek. Alors, qu'en est-il un peu du paysage sur, on va dire, la dimension universitaire ou académique du biomimétisme? Oui, alors rapidement, donc il y a un trou, comme je le disais tout à l'heure, au niveau européen, on n'a pas encore de vrai cursus long en biomimétisme. Je dirais que la porte d'entrée, du coup, la plus logique, c'est celle que j'ai suivie d'ailleurs, ce sont les bio-ingénieurs, qui s'appelaient les agronomes à l'époque, mais bio-ingénieur, ça dit bien, hein, il y a l'aspect bio et il y a l'aspect ingénieur. C'est sans doute la culture qui est la plus proche spontanément du biomimétisme, mais qui n'est pas encore, je dirais, biomimétique pour autant, hein. Moi, j'ai appris la photosynthèse 3 fois au cours de mes études et on m'a jamais dit que c'était la même chose que ce que faisaient les panneaux solaires. J'aurais bien voulu qu'on me le dise plus tôt parce que ça m'aurait permis de tout regarder autrement. Mais donc tout ça pour dire qu'avoir une formation en biologie, en agronomie, enfin en tout cas en bio-ingénierie, c'est évidemment utile. Je rajouterais, et ça c'est pas nécessairement académique, qu'être naturaliste est très utile aussi parce que finalement quand on est naturaliste, on connaît plein de choses superficiellement, mais plein de choses. Et quand on est biomiméticien, ce qu'on nous demande, c'est ce que j'expliquais dans le processus tout à l'heure, on nous demande finalement de connaître plein de solutions de façon superficielle pour après passer la main à des biologistes, eux, spécialisés sur chaque sous-discipline, on va dire. Donc ça, c'est une porte d'entrée, c'est par le côté biologique, mais l'autre porte d'entrée est tout aussi valable. On peut aussi faire des études d'ingénieur en matériaux, d'architecte, de designer, y compris de processus organisationnels, auxquels il faut ensuite compléter par une formation en biologie. Et il faut bien dire que malheureusement, faire les deux à la fois, c'est compliqué. Il faut toujours faire l'un puis l'autre. Alors, à côté de ça, je voudrais quand même signaler que le CBIOS, dont j'ai parlé tout à l'heure, le Centre européen d'expertise en biomimétisme, offre maintenant une première formation, un module de formation qui dure à peu près l'équivalent d'une semaine, mais qui est étalé sur plusieurs. Ça s'adresse essentiellement à un public entreprise, mais c'est ouvert aussi à un public étudiant, et ça risque de n'être que le début. À terme, le but est bien de rentrer aussi dans des formations plus universitaires. Sinon, il faut aussi signaler qu'il y a déjà un certain nombre de modules qui existent, comme vous l'avez dit, à droite à gauche, notamment en Angleterre, à l'université de Reading, pour en citer au moins une. Ça existe aussi en Allemagne, mais en Allemagne, c'est rarement profilé durabilité. Donc ça en fait partie, mais l'accent n'est pas mis là-dessus. Donc je dirais qu'il y a des embryons un petit peu à droite à gauche, mais qu'il y a encore un vrai boulot à faire pour avoir une vraie grosse formation. Et ça devient, je dirais, un petit peu urgent parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Moi, je vois vraiment monter un public étudiant frustré par l'absence de cursus. Ce serait vraiment quelque chose à développer. Et si la COP 21 pouvait servir de tremplin pour ça, ce serait vraiment une bonne nouvelle. Merci beaucoup Gauthier Chapelle pour cette soirée et cet échange qui était littéralement passionnant et extrêmement vivant. Donc, avez votre premier ouvrage qu'on voit actuellement à l'image là, qui va donc Le Vivant comme modèle chez Albin Michel, qui sort, je crois, le 25 octobre, enfin qui vient de paraître, hein, qui est disponible actuellement en librairie. C'est cela, Gauthier? Presque. Il sort, je pense que techniquement, il sort en librairie le 5 novembre. Mais en tout cas, oui, voilà, il est pratiquement dans les bacs. Et il est déjà, je pense qu'on peut déjà le commander par Internet. Il est déjà disponible à la commande. Ouais. D'accord. Et on pourra aussi vous voir en chair et en os pour ceux qui le souhaitent et qui veulent poursuivre certaines discussions avec vous. Également pour des dédicaces de votre ouvrage lors du congrès OR, puisqu'il aura lieu le 7 novembre à Orléans, le samedi 7 novembre, dans le cadre des passerelles du vivant, avec votre intervention sur justement la photosynthèse et la création de matière, le traitement de la lumière au sein des végétaux, où vous allez donc nous apporter un focus, un éclairage un peu poussé sur cette question. Merci à vous de toutes vos questions qui ont été assez nombreuses et vraiment extrêmement diverses ce soir. Et merci également à l'ensemble des équipes techniques de Buglis TV d'avoir permis et d'avoir rendu cette soirée possible. À bientôt. À bientôt, merci.